va rebondir sur l'excellent papier qu'a sorti Emric, l'un de nos deux envoyés spéciaux au Qatar. En fait, il a rencontré un Ougandais qui a 26 ans, qui est arrivé au Qatar il y a un peu plus d'1 an pour travailler, pour subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'il a notamment une petite fille d'1 an et demi. Resté en Ouganda. C'est ça. Il a bossé comme livreur à moto dans un premier temps, ensuite comme ouvrier dans le bâtiment. Il a été privé de son passeport, il veut rentrer chez lui, c'est très compliqué. On va entrer dans le détail. Il y a un récit qui est hyper intéressant qui a été fait par Emric. Ouais, une histoire kafkaïenne qui illustre en fait toutes les dérives un peu qui ont déjà été pointées du doigt sur ce pays, mais qui méritent parfois d'être développées avec un cas, un exemple précis. Et c'est le cas de Paul, donc qu'Emric a rencontré voilà, à l'abri de caméras sur un terrain vague, voilà, et avec qui il a passé pas mal de temps, et qui lui développe son histoire. Hein. C'est le genre de témoignage qu'on avait pu lire dans le livre de Quentin Muller, dont on avait fait l'interview. C'est Emric qui avait fait son interview d'ailleurs, sur 20 minutes aussi. Et Quentin Muller mettait en avant des chiffres quand même effarants, comme des personnes qui bossaient 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sans le moindre jour de repos. C'est ça, pendant plusieurs mois d'affilée. Et là, voilà, Paul, c'est ça. Voilà. Alors, il arrive, il s'endette, hein, parce qu'on s'endette, il y a des passeurs. Voilà, donc, vous en êtes déjà pour un visa et un billet d'avion. Pour arriver au Qatar. Vous arrivez au Qatar, vous travaillez, ça se passe à peu près correctement. Vous gagnez une misère. Hein. On parle de probablement 200 € par mois. Je sais plus si on a payé le chiffre. 27 € par semaine dans son dernier job dans le bâtiment. Il tombe malade, il se blesse, accident de moto. Et le patron, ce qui l'intéresse, c'est de récupérer la moto, plutôt que de se prendre des nouvelles de son ouvrier. Évidemment, impossible de se soigner, puisqu'il faut une sorte de carte d'assurance. Carte d'assurance santé. Que l'employeur doit fournir aux salariés, mais évidemment, ça n'a pas été fait. Qui ne fournit pas. Le passeport confisqué par le dit patron, c'est le système de la kafala, vous savez, voilà, qui normalement est maintenant illégal au Qatar. C'est-à-dire qu'avant, c'était quasiment l'employeur qui avait le droit de vie ou de mort sur vous, puisqu'il retenait notamment vos papiers d'identité. Aujourd'hui, dans les textes, ce système-là d'esclavagisme, il faut le dire, moderne, a été aboli. Sauf que dans la pratique, évidemment, ça persiste. Et c'était visiblement le cas pour Paul qui, à un moment donné, a décidé de s'en aller, de dire bon bah voilà, le Qatar pour moi c'est fini, voilà. Et il savait plus, là, il dormait dehors, faut dire voilà, et puis quoi payer son loyer. Quand il était à l'hôpital, comme il n'avait pas cette carte d'assurance santé, il a utilisé de l'argent pour s'acheter des médicaments ensuite et essayer de se soigner un peu lui-même. C'était de l'argent qu'il devait reverser à son patron initialement. Donc son patron a réagi en lui confisquant son téléphone portable, les clés de la moto, le casque. Il a perdu son logement aussi à ce moment-là. Donc il a dû dormir dehors. C'est ça. Et la situation kafkaïenne dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire qu'il décide de rentrer chez lui, mais il ne peut pas, chez lui en Ouganda, mais il ne peut pas puisqu'il n'a plus ses papiers. Et alors là, les services qataris, voilà, Paul l'a expliqué à Emric, le renvoient, en fait, le trimballe. En gros, il vous faut le formulaire tel, revenez demain à telle heure, on verra. Et là, donc, ça, c'était très, très récent. Et dernier rebondissement, c'est aller voir votre ambassade en Ouganda, l'ambassade ougandaise, pardon, au Qatar, qui doit vous donner un certificat de retour. Et avec ce certificat de retour, achetez un billet d'avion. Et si vous achetez ce billet d'avion, peut-être qu'on vous rendra votre passeport. Ça paraissait extrêmement peu probable. Mais cette histoire peut bien finir, puisque Emric, d'ailleurs, on va peut-être vous montrer les tweets d'Emric, qui disent qu'il y a une forme de retournement de situation et que normalement, après une plainte auprès de la police qatarienne, cette dernière devait se rendre au bureau de son employeur. Alors moi, je les ai pas. On voit pas les tweets. Nous, on les a pas. Mais l'important, c'est que vous les ayez. Je peux les prendre sur mon téléphone. Et que la police qatarienne était censée donc, voilà, se rendre chez cet ancien patron voyou pour à la fois retrouver tous les passeports confisqués, réclamer les salaires impayés, puisqu'il y en a un certain nombre. On voit les tweets. Alors pour nous, ils sont un peu petits, mais... Je l'ai, Paul. Si vas-y, Quentin. On les a. Alors déjà, Emric nous rappelait que Paul a quand même passé la nuit devant le service d'immigration, puisqu'il souhaitait... il y était déjà hier, il y a passé quasiment toute la journée, et il a décidé de dormir cette nuit devant les locaux
pour être sûr d'avoir une chance que son dossier puisse avancer. Imaginez, on parle de quelqu'un qui va volontairement sur un centre de rétention administrative, ce qu'on appelle ça chez nous, pour être expulsé. C'est de ce niveau-là, quand même. Et donc ensuite, ils sont allés à l'ambassade d'Ouganda, ou comme on lui a conseillé sur place. La personne qui les reçoit à l'ambassade leur dit qu'ils appellent le patron de Paul, mais le patron dit qu'il n'a jamais eu son passeport en sa possession, évidemment. Donc ça se renvoie la balle. Finalement, ils vont au commissariat avec Paul et d'autres officiels de l'ambassade. Et là, Emmerich nous dit il y a une demi-heure, les choses avancent plus vite que prévu, la plainte est déposée, la police va aller récupérer non seulement le passeport de Paul, mais tous les passeports que le patron gardait sous clé de manière illégale. Et donc, il va aussi devoir leur verser les salaires impayés et les billets d'avion. Alors, ça ressemble à une bonne nouvelle pour Paul, dont on a raconté l'histoire. Donc, sur le site de 20 minutes, si vous voulez voir le papier, il est en lien là, très bon papier. Vous comprendrez un peu ce que c'est que d'être un ouvrier migrant au Qatar. Ça ressemble à une bonne nouvelle. Après, attention, pour l'instant, le passeport n'est pas récupéré, les salaires ne sont pas versés. Et le billet d'avion, voilà, il n'est pas encore rentré chez lui, ça en prend le chemin. Mais c'est pour voilà, c'est un bon exemple de tout ce qu'on a pu écrire sur le Qatar avant, qu'on oublie parfois un peu parce qu'il y a le sportif, parce qu'il y a les matchs, parce qu'il y a Mbappé, ce que vous voulez. Mais la réalité de ce pays, elle est là. Et j'en profite pour vous dire que William, notre autre envoyé spécial, lui aussi est allé voir un peu ce qui se tramait du côté de la fan zone des travailleurs du Qatar. Ils ont un endroit alors qui est une espèce de cité industrielle qui est éloigné du centre-ville de Doha, que personne ne voit parce qu'il faut y aller en voiture, c'est une trentaine de minutes, je crois. Et là, il y a un stade, une espèce de fan zone avec un écran installé quand même par les autorités, où en gros tous les travailleurs étrangers, les Népalais, Bangladesh, Indiens, ouvriers africains, les Soudanais, il y en a des Ougandais, viennent après leur journée ou quand ils peuvent, pour se poser, pour regarder un peu de foot ou juste pour avoir un moment de calme ou de partage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On en fera aussi un papier. Mais cette réalité-là, elle existe, elle est toujours là. Et ces gens-là, ils sont en arrière-plan, mais c'est eux qui ont construit ce pays, parce que rappelons que le Qatar, c'est un pays qui sort de nulle part, qui a été construit à la force d'ouvriers étrangers, et qui ont construit les stades de la Coupe du Monde, et qui continuent à être là en arrière-plan, mais bien loin, bien cachés. Faut pas qu'on les voit. D'ailleurs, tu parlais des fans, des travailleurs qui vivaient un peu la compétition de cette manière un peu cachée. Paul confiait à Emmerich quand même. Beaucoup ont sombré dans l'alcoolisme et la drogue pour oublier. Il lui confiait aussi quelques jours qu'il avait le sentiment de mourir petit à petit de l'intérieur. Donc il y a vraiment une forme de désespoir. Bon là, a priori, ça devrait évoluer dans le bon sens. Mais il y avait une forme de détresse qui était assez... Au point de revenir en Ouganda, d'où il était parti quand même, parce qu'il ne trouvait pas de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Donc voilà, cette réalité-là, elle existe. Et elle continue à exister. C'est pas parce que le ballon roule, hein, c'est un cliché de le dire, que ces gens-là ont disparu. Même si, et c'est aussi quelque chose dont on a assez peu parlé, la plupart des entreprises, notamment de construction, ont mis tout le monde ont licencié, entre guillemets, tout le monde avant, ou en tout cas ont mis leurs entreprises à l'arrêt et renvoyé le plus d'ouvriers possible avant le début du mondial. Pas montrer ce qui pouvait gêner. Ou en tout cas pour qu'il y en ait moins que ce qu'il peut y en avoir en temps normal au Qatar. Et puis aussi parce que j'imagine que la plupart des chantiers se sont terminés juste avant le début du mondial. Et c'est le cas de Paul qui travaillait dans le bâtiment avant d'être lourdé parce qu'on n'avait plus besoin de lui et que l'entreprise fermait pour le mondial.